Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, professeur de philosophie à Strasbourg, il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux sous le nom de Serial Thinker. Lev Frankel est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, aujourd'hui, on réveille notre culture générale. Cette semaine, littérature américaine. Question du jour. Qui a écrit ? Concentrez-vous. Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas. Fin de citation. Réponse et explication dans une dizaine de minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, comme chaque semaine, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. On poussera les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Aujourd'hui, sur les rayons des livres audacieux. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Lev Frankel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur School TV, chaîne que vous avez déjà fréquentée, notamment dans l'école du futur, comme chroniqueur. Près de 300 000 personnes vous suivent sur TikTok, sur le compte Philosophie Serial Thinker. Évidemment, il y a des candidats au bac, puisque vous reprenez les notions du programme, mais votre public, il va bien au-delà, puisque ce que vous aimez faire, c'est entrer dans les concepts par des questions qu'on se pose toutes et tous. Et alors, si on a bien une qui nous accompagne bien au-delà des études, c'est « Ma vie a-t-elle un sens ?» Et c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Albin Michel. Je veux bien qu'on commence quand même par votre rencontre avec TikTok. Si j'ai bien compris, elle s'inscrit dans votre histoire d'ancienne élève qui aimait bien apprendre, mais qui n'aimait pas tellement la forme scolaire. Exactement, c'est vrai. Je règle un peu mes comptes d'ailleurs dans ce dernier livre. Il y a un Ça ne m'a pas échappé. On va y revenir. Un peu. Et effectivement, je n'aimais pas le cadre scolaire et je trouve que c'est dommage parce que après avoir terminé l'école, je me suis intéressé à tellement de choses qui ne m'intéressaient pas à l'école. Et je me suis demandé du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le système scolaire ? Et j'ai remarqué en même temps, il y a quelques années, quand je suis passé de l'autre côté du bureau en tant que prof... Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'autre côté du bureau alors qu'on n'a pas aimé le truc ? Justement, essayer de réparer quelque chose, je pense. Et mais j'ai retrouvé la même frustration de la part des élèves, même quand j'essayais de me démener pour essayer de faire en sorte que le cours soit le plus intéressant possible et parfois amusant, en essayant de citer des références à la pop culture. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une frustration... grande partie des élèves quand même. Alors, il y a toujours les élèves très sérieux qui suivent et qui sont assidus. Et du coup, la frustration du prof, parce que ça va dans les deux sens, si on sent les élèves s'ennuyer ou ne pas être heureux d'être là, le prof aussi risque de... Voilà, c'est la déprime qui guette à ce moment-là. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour essayer de changer les choses ? Et c'est là que je me suis mis effectivement sur les réseaux, d'abord YouTube, ensuite TikTok. En vous disant et en nous disant que vous aviez envie de montrer le côté badass de la philosophie. C'est pas le côté badass de la philo. C'est vrai. J'ai vu ça dans un entretien que vous avez donné sur le site de l'Université de Strasbourg où vous êtes chargé de cours. C'est vrai, d'où le côté, d'où le nom Serial Thinker, qui fait penser au serial killer. Pour essayer de montrer que la philosophie, c'est d'abord un sport de combat, l'argumentation, la confrontation à des idées adverses, mais aussi un combat avec soi-même. Parce qu'il faut essayer de penser contre soi-même, contre ses propres idées préconçues. Et c'est en ça que je pense que la philosophie est une forme de combat. Et une de vos convictions très fortes, c'est qu'on peut faire de la philo avec absolument tout le monde. C'est pas réservé à celles et ceux qui ont fait des études de philo, même si s'appuyer sur un corpus, s'appuyer sur ce qui a été écrit depuis les grands philosophes grecs, ça aide quand même. C'est vrai, il y a une phrase de Michéa, du philosophe Michéa, que Jean-Claude Michéa, Jean-Claude Michéa, qui dit « On ne fait pas du pain pour les boulangers ». Voilà, on ne fait pas de la philosophie pour les philosophes. On doit faire de la philosophie, justement, pour ceux qui n'en ont pas et qui ne sont pas des professionnels de la philosophie. Alors justement, vous introduisez tous vos textes par des exemples extrêmement contemporains, souvent d'ailleurs ancrés dans l'univers numérique. Exact. Si on repart de l'école, puisqu'il en est question dans le livre, vous commencez par l'histoire de la Khan Academy. C'est vrai. C'est une histoire incroyable. C'est Salman Khan qui... je crois que c'était sa nièce, si je me rappelle bien, de ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est le souvenir que j'en ai aussi. Ça se passe aux États-Unis, ça on l'a pas précisé. Et c'est aux États-Unis. Sa nièce a des difficultés en mathématiques et il se met à l'aider grâce à des vidéos interposées parce qu'ils sont pas dans la même ville. Et puis petit à petit, il se sert de ces vidéos pour les rendre accessibles au grand public. Et puis ça explose, et puis il y a des millions de personnes qui commencent à s'abonner et à travailler avec ça. Et donc on se rend compte du potentiel incroyable de la création de contenu dans le domaine pédagogique aujourd'hui. Il galère pendant
des mois et des mois à essayer de vivre de son affaire jusqu'au jour où un jour son téléphone sonne. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais il est il ne comprend pas pourquoi son téléphone sonne de partout, ça n'arrête pas. C'est parce que Bill Gates vient de donner une conférence en disant la meilleure école de mes enfants, c'est la Khan Academy. Alors personne, et subitement les banquiers qui ne voulaient même pas le prendre en rendez-vous le rappellent en lui disant venez, on va vous donner des sous. L'école, il en est question justement dans Ma vie a-t-elle un sens et autres questions philosophiques du quotidien. Vous lui consacrez un chapitre au titre assez provocateur. L'école sert-elle encore à quelque chose? Si je vous renvoie la question. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question parce que quand on voit les élèves qui ont autant envie d'aller vers les vidéos, je crois que c'est vrai que le titre est provocateur, je crois qu'il est de mon éditeur, c'était pas le mien. Voilà. Vous l'assumez quand même. Je l'assume complètement, mais il faut pas entendre dans cette provocation autre chose qu'une invitation à changer l'école et à modifier notre pédagogie et non pas à l'abolir ou à disqualifier. Ce qui se passe entre un enseignant et les élèves, c'est fondamental et c'est ce que je dis dans le chapitre. Donc il ne faut pas, on va dire, se tromper à cause de ce titre. Mais effectivement, je pense qu'il faut changer les choses. C'est comme disait Ken Robinson, changer l'école. Parce que il y a quelque chose dans la création de contenu qui montre que finalement, les élèves sont attirés par le savoir. Et il y a quelque chose dans le système scolaire, malgré toute la bonne volonté, malgré tous les efforts des profs, les collègues c'est pas du tout pour justement, c'est pas du tout du mal que je dis des collègues, au contraire, c'est la structure qui ne fonctionne pas. C'est la structure, comme on sait dans le structuralisme, on est avant tout le produit de structure, et la structure du système scolaire fait en sorte il y a une certaine pesanteur qui est parfois très difficile, dont il est difficile de se libérer. Vous venez de citer Ken Robinson, défunt et regretté pédagogue anglais qui a pendant longtemps exercé aux États-Unis, qui réfléchissait notamment à la question de l'industrialisation des savoirs. Mais racontez-nous, parce que lui, il dit que c'est à cause de ça, finalement, que l'école est devenue parfois, et c'est vraiment pas à cause des enseignantes et des enseignants, mais produit un système qui est un peu un tue-l'amour et qui n'invite pas, justement, au gai savoir, qui n'invite pas à la joie. Oui, c'est quelque chose que Ken Robinson développe très bien. À mon avis, il le reprend de Ivan Illich, Une société sans école, dont je parle aussi. Il ne le cite pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée qu'au XIXe siècle, c'est le siècle de l'industrialisation, et donc tout s'industrialise, l'agriculture, l'artisanat, on passe de l'artisanat à l'industrie dans des grandes usines, des manufactures. Et ça produit quelque chose, c'est-à-dire ça produit un changement sociétal, dans laquelle tout va finalement s'industrialiser. Parce que pour pouvoir s'occuper de tous ces ouvriers, il va falloir créer des armées de fonctionnaires, de bureaucrates, etc., qui vont pouvoir administrer toutes ces personnes. Et pour pouvoir les administrer, il va falloir former, éduquer. Alors l'effet positif, il y a toujours dans le capitalisme, il y a l'effet positif et l'effet négatif. L'effet positif, c'est qu'on va devoir instruire les masses. Donc il y a une démocratisation du savoir, mais en même temps ça va de pair avec une industrialisation. Et comme on sait, l'industrialisation a toujours des effets néfastes. On le voit sur les sols. Parce qu'on veut reproduire la même chose partout pareil. On veut reproduire partout pareil. Et s'il y a bien quelque chose qui résiste au partout pareil, à l'uniformisation, c'est bien l'éducation, même l'agriculture. En fait, on se rend compte que quand on balance des engrais chimiques, ça détruit les sols, ça détruit non seulement l'environnement et les aliments, les produits naturels, mais en plus les humains qui vont ingérer tout ça. Et ben dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Si même les sols résistent à l'industrialisation et finalement on en montre tous les effets néfastes aujourd'hui, bah c'est d'autant plus le cas pour des êtres humains qui sont beaucoup plus complexes que des sols. Et pour vous, elle est là, la souffrance enseignante, dont on parle régulièrement aussi, voilà. L'éducation de masse avec des classes de 35 élèves auxquelles on s'adresse de manière uniforme. Et ça, vous dites, les collègues, ils en souffrent énormément. Et vous en avez souffert aussi. Bien sûr, et c'est ça qui est le problème principal, je pense. Même au-delà de la question, effectivement, il y a la question des salaires qu'il faut revaloriser. Mais ce n'est pas le seul problème. Je ne crois pas qu'en ajoutant, c'est pas une question de budget. Ça d'ailleurs, Ken Robinson le montre bien aussi, et même Ivan Illich, je crois, que c'est pas toujours c'est pas en augmentant les budgets qu'on arrange les choses forcément. Il y a un problème structurel, et je crois que on peut s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube et TikTok pour essayer. C'est une sorte de laboratoire en fait, YouTube et TikTok, parce qu'on voit ce qui marche sur les élèves, ce qui les intéresse. Vous avez toutes les infos, le nombre de vues, le taux de complétion, j'imagine, des vidéos, vous avez accès à ça, vous, j'imagine. Moi, pour faire mes propres cours,
j'ai été moi-même consommateur de vidéos sur YouTube pour pouvoir ensuite préparer mes propres cours. On va en dire un mot peut-être d'Ivan Illich, vous le citez beaucoup, auteur d'une société sans école. On le cite de temps en temps aussi dans l'émission. Ma vie a-t-elle un sens et autres questions philosophiques du quotidien, signé Lev Frankel, qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Là, ici, on teste un peu notre culture G. On essaie justement de renouer avec un savoir joyeux et un petit peu gratuit. C'est avec Catherine Maurice cette semaine et on parle littérature américaine. Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas. Qui a prononcé, écrit plutôt d'ailleurs cette phrase? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. On a fait un petit piège pour notre dernier rendez-vous de la semaine avec vous, à l'occasion de nous cultiver en matière de littérature américaine, à l'occasion de la parution de ce Il était une fois en Amérique, 2 tomes formidables sur l'histoire de la littérature américaine aux arènes BD. Alors on entend des souris et des hommes, et évidemment on appuie sur le buzzer, on dit John Steinbeck. Ben, pas cette phrase. Non, mais non, puisque John Steinbeck s'est inspiré de ce vers de Robert Burns, voilà. Donc un poète écossais, pour trouver le titre de son œuvre, ce qui était d'ailleurs assez souvent le cas. Hemingway aussi a souvent repris des titres de poèmes. Donc Robert Burns, poète écossais du XVIIIe siècle, qui écrit un poème dont Steinbeck fait le titre du célébrissime des souris et des hommes. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grande thématique qui se dégage de vos ouvrages, qui est celle des écrivains américains et de la critique politique et sociale. Alors on a Steinbeck. Voilà. On en a énormément. Ouais. Enfin, Steinbeck est un excellent exemple puisque Steinbeck, c'est la crise de 1929, cette crise épouvantable, où on a quand même 50% de l'industrie américaine qui se casse la figure. On a des millions d'épargnants qui perdent leurs économies, des millions d'individus qui perdent leur travail. C'est vraiment un événement épouvantable. Steinbeck le vit assez bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Donc quand on n'a rien, on perd rien. Bon, voilà, c'est pratique. En plus, il vit en Californie, donc il a le soleil, il a la mer, il a une femme, il est jeune, il a des amis, il joue au strip poker à la portée de toutes les bourses. Et donc finalement, pour lui, ça se passe assez bien, mais ça va quand même être... Non, mais... Non, rien. C'est pas grave. Glissons. Ça va quand même être l'écrivain de la crise de 29, de grand la grande écrivain dépression. De la crise, les raisins de la colère. Les raisins de la colère, des souris et des hommes. Donc les raisins de la colère, bien sûr, c'est la famille Joad qui est expulsée parce que voilà, ils ne peuvent pas payer la dette, ils ne peuvent plus donc garder leur ferme. Et donc on avait dans notre première émission, on avait parlé du paradis perdu. Ils vont en Californie. On leur a dit mais la Californie, pays de cocagne. Voilà, vous allez manger des fruits, vous allez bien gagner votre vie, ça va être formidable. Et c'est tout l'inverse qui se passe. Ils sont considérés comme des Hokies parce qu'ils viennent de l'Oklahoma. Ils sont mal vus. On a peur que ce soit des rouges, des communistes. Oh là là. Et donc ça se passe très mal. Ils sont 12 au départ. C'est très biblique comme livre, Les raisins de la colère. Ils sont 12. La famille se dissout petit à petit. Le grand-père meurt, la grand-mère meurt, etc. Et ça se termine à la fin. Rose accouche d'un enfant mort-né. Et elle va donc Rose, c'est la fille de la famille, et elle va dans une grange où il y a un père qui meurt de faim avec son fils, et donc elle lui donne le sein. Et donc ça se termine par une nativité à l'envers. Vous voyez, c'est très biblique. Très biblique, très référencé, les paradis perdus. On retrouve aussi dans les paradis perdus, alors on a déjà cité Thoreau cette semaine, grand écrivain, on l'a plutôt cité pour Walden et pour son rapport à la nature, mais sur le thème de la critique politique et sociale, il est aussi l'auteur de la désobéissance civile. Bien sûr, donc non seulement il parle de... Enfin, il fait même de la critique politique un système. C'est ça. Alors, ça c'est quand il est donc dans sa cabane, là, sa fameuse cabane près de l'étang de Walden. Un jour, il tombe nez à nez avec un percepteur d'impôts. Et le percepteur lui dit « Monsieur Thoreau, vous nous devez 6 mois d'impôts locaux, donc je viens percevoir les arriérés. » Et Thoreau lui dit « Je ne paierai pas. » Vous ne paierez pas, je ne paierai pas. Et comment ça, vous ne paierez pas? Eh bien, je refuse de cautionner l'État du Massachusetts qui a une politique esclavagiste et qui autorise à ce qu'on vende des hommes, des femmes, des enfants sur le parvis du Sénat. Et donc, je ne paye pas. Et donc, je ne paye pas. Et bien, donc... il change de cabane, à savoir qu'il se retrouve en prison, et il est ravi parce qu'il dit, eh bien, dans un état injuste, la place d'un homme juste, c'est en prison. Et il va sortir de prison parce qu'une dame va payer, l'argent qu'il doit. Et il va écrire ce texte donc, qui est vraiment fondamental, la désobéissance civile. L'idée force de la désobéissance civile de cet essai, c'est que, eh bien, il faut écouter sa conscience avant d'écouter ce que dit la loi. Voilà. Et donc c'est un texte très intéressant. Qui a laissé des traces extrêmement profondes. Extrêmement profondes, puisque Luther King et puis Gandhi sont inspirés. Et puis alors voilà, la dérive, c'est que l'invasion du Capitole, malheureusement,
on peut aussi penser que ça procède de cet esprit-là. Or, l'invasion du Capitole, on n'est plus dans un acte civique, on est dans un acte anti-civique, puisqu'on est dans la contestation d'une élection. Donc, vous voyez, ça a des travers... et ça laisse beaucoup de traces. Mais on a vu comment... Voilà, donc c'est ça. Y compris comment les républicains d'aujourd'hui, face au trumpisme, en fait, réussissent à jouer, à activer, mais en les abîmant, finalement, un certain nombre d'idéaux qui irriguent et qui habitent à la fois la littérature et l'histoire américaine depuis fort longtemps. Catherine, merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Vous êtes, je le rappelle, professeure de lettres, autrice dans la collection des incroyables histoires aux arènes BD, notamment il y a l'incroyable histoire de la littérature française qui était formidable, dans la mythologie grecque, on en a déjà fait plusieurs. Et là, on a parlé toute cette semaine États-Unis, littérature américaine, autour de Il était une fois en Amérique, 2 volumes pour raconter l'histoire de la littérature américaine, dessinés par Jean-Baptiste Eustache, et avec des petits commentaires qui viennent, comme ça ils apparaissent, de François Guérif ou d'Oliver Gallmeister, deux des meilleurs spécialistes en France de la littérature américaine. Merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Merci. Grand oral, la suite. Il n'est pas question que d'école dans le livre de Lev Frankel, Ma vie a-t-elle encore un sens? Mais je veux bien une dernière petite question sur l'école, puisque vous l'avez cité et que vous le citez dans le bouquin. Ivan Illich, philosophe, qui publie un livre qui s'appelle Une société sans école. Rien que le titre semble complètement dingue. On dit que c'est lunaire et que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça. Il était aussi provocateur comme le titre du chapitre sur l'école dans mon ouvrage. Alors on est dans les années 70, on est dans cette génération qui a envie de tout révolutionner. Les rapports sociaux, de domination, c'est la lutte des classes, tout ça. Alors, des classes sociales, pas des classes... Oui. Non, pardon. C'est vrai. Excusez-moi. C'est juste. Et Ivan Illich se demande, tiens, lui, son problème, il pense que c'est la scolarisation de la société. Il faut déscolariser même la société dans son ensemble. Et ce que je trouve génial, c'est que le rêve utopique, finalement, d'un anarchiste, ou enfin, je ne sais pas exactement comment il se qualifierait, mais en tout cas, une utopie d'extrême gauche, je trouve ça intéressant de voir qu'elle s'est finalement, d'une certaine manière, réalisée finalement par le capitalisme. Avec des libertariens, de la côte ouest. Ouais. Pourquoi? Parce que Ivan Illich, il imagine, dans les années 70, quelque chose qui ressemble à YouTube. Alors, on sait à quoi ça ressemblait un ordinateur dans les années 70, c'était énorme, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, il imagine, grâce aux ordinateurs, dans la ville de New York, dans les années 70, qu'on puisse se mettre les uns en relation avec les autres sur certains sujets, comme un cours de guitare ou un cours de philosophie. C'est les réseaux d'échange de savoir. Exactement, il imagine un réseau d'échange de savoir. C'est complètement visionnaire dans les années 70, parce que les ordinateurs sont très rudimentaires, Internet n'existe pas, et pourtant, il imagine ça. Et finalement, le capitalisme va réaliser son rêve utopique d'une société dans laquelle finalement chacun peut venir s'instruire et instruire les autres à partir de ce qu'il connaît, à partir de ses passions. Ça, je trouve ça génial. C'est ce qui est incroyable, c'est cette horizontalisation du savoir, finalement. Il y a un autre chapitre du livre qui est intitulé « Et si les complotistes avaient raison ?» Oui. À l'ère des fake news et de la désinformation massive contre lesquelles l'école, justement, veut lutter. Là encore, votre formulation, elle est volontairement provocatrice. « Et si les complotistes avaient raison ?» Et je vous interroge là-dessus parce que c'est un sujet dont on traite régulièrement sur School TV. Oui, très juste. Alors, le titre de mon ouvrage, c'est « Ma vie a-t-elle un sens ?» Donc, la question du sens est fondamentale. C'est le premier chapitre de l'ouvrage qui porte ce nom. Et la question du sens, elle rejaillit finalement dans chacun des chapitres. Dans la question de l'amour, la question du sens se pose parce qu'on demande à l'autre de justifier son existence. Et puis, dans le complotisme aussi, c'est la question du sens qui se pose. Parce que le complotiste, c'est d'abord quelqu'un qui réclame du sens. Et le paranoïaque, quand il se promène dans la rue et qu'un pot de fleurs lui tombe sur la tête, ça a du sens pour lui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Pourquoi est-ce que spontanément on a tendance à donner un sens à ce qui n'en a pas? Parce que l'être humain veut essayer le plus grand traumatisme de l'existence, c'est l'absurdité. Quand un enfant reçoit des claques de ses parents petits, quand il se fait maltraiter, parfois abuser, pour lui, la plus grande violence, ça n'est pas la claque elle-même, mais l'absurdité de la claque. Comment la personne qu'il aime le plus au monde peut lui vouloir en même temps du mal? Et ce traumatisme-là, on l'a tous chacun à notre manière, mais certains basculent dans la paranoïa, et la paranoïa, ça permet d'expliquer le monde, ça permet de faire système, en fait. Et donc, on est tous... C'est rassurant. C'est rassurant, parce qu'on sait, il y a un ennemi, il y a un adversaire, l'ennemi, c'est le franc-maçon, les reptiliens, les juifs, etc.
Et puis, on s'imagine qu'il contrôle le monde et ça donne un sens à tout ce qui existe. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, quand on lit Mein Kampf de Hitler, quand on regarde la vie de Staline aussi, c'était de grands paranoïaques. Qui ont des... Voilà, et avec la célèbre phrase, mais je crois que c'était de Freud, non, qui disait que même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Il y a et Freud dit, oui, c'est vrai. Et alors lui, il parlait de noyau de vérité du paranoïaque. Le noyau de vérité, finalement, c'est le traumatisme qui a été enduré. Le traumatisme qui a été enduré et qui est ce noyau de vérité à partir duquel le paranoïaque va créer un système. Et ce qui est terrible dans la paranoïa, c'est que c'est pas une folie comme les autres. C'est ce que Serieux et Capgras, les psychiatres, appelaient une folie résonante. C'est-à-dire que... C'est pas la schizophrénie. C'est pas la schizophrénie, et c'est pour ça que c'est une folie qui peut prendre le pouvoir. Parce qu'elle est résonante, elle crée un système qui a tous les apparences de la cohérence et de la logique. Quand on écoute quelqu'un, par exemple un complotiste comme Alain Soral en France, ou quand on lit les discours d'Hitler, il y a quelque chose qui s'apparente à de la cohérence, qui mime la logique rationnelle. Exactement. Il y a du raisonnement, et c'est un raisonnement qui essaye finalement de résoudre, finalement de lutter contre une certaine forme d'absurdité qu'il faudrait pouvoir accepter. Et c'est ça que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que parfois, à vouloir donner trop de sens, on se trompe, et il faut parfois accepter une part de non-sens. Une définition possible est que le complotiste cherche la vérité par-delà les apparences, parce que vous dites aussi que c'est compliqué de définir le complotisme. Voilà. Et c'est aussi, le soulignez-vous, le projet de la philosophie. Ce qui pour autant ne fait pas de Platon ou de Descartes des complotistes en puissance. C'est quoi la différence entre je veux aller au-delà des apparences c'est quoi la différence entre Platon qui nous dit avec Socrate au fond, est-ce que le monde autour de nous existe seulement, ce qui est quand même pas mal comme complotisme. Et pourtant ils ne sont pas complotistes. C'est pourquoi à côté les platistes c'est pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est de la rigolade. C'est ça. Je voulais emprunter celle-là. Ouais, mais effectivement le premier à faire ce rapprochement entre paranoïa et philosophie c'est Freud, qui par cette phrase scandaleuse qui attaque la philosophie. Et alors les philosophes se sentent toujours un peu agressés par cette phrase. Il dit les systèmes métaphysiques ressemblent au système paranoïaque. Hein, on sait que Freud il essaye toujours de trouver le correspondant dans la culture des maladies mentales. L'art avec l'hystérie, la religion avec la névrose, etc. Et dans les systèmes métaphysiques, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui veut tout expliquer. Le philosophe, d'une certaine manière, est traumatisé par l'absurde aussi, par le non-sens, comme l'enfant qui a reçu une claque petit, et il veut essayer de résoudre le problème. Et donc, il va créer des systèmes métaphysiques qui, parfois, sont des systèmes rationnels, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Maintenant, la différence qu'il faut faire absolument entre eux, alors c'est comme ça qu'on arrive à des systèmes, les grands systèmes de Platon, le grand système de Leibniz, par exemple, avec la théodicée, Dieu, finalement, même le mal dans le monde, c'est quand même le bien. Donc, c'est encore un grand système qui vient résoudre tout ce qui est absurde, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Mais en même temps, il y a une grande différence, et ça il faut le souligner, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a une grande différence entre les philosophes, les sociologues, qui essayent d'aller au-delà des apparences, et le complotiste, c'est que le complotiste, il va toujours privilégier finalement des individus maléfiques qui sont à l'origine du mal, et les sociologues et les philosophes finalement qui vont montrer des structures. Même Karl Marx qui est très critique avec les capitalistes, il affirme que, il dit je n'ai pas peint en rose le capitaliste, mais ce n'est pas l'individu qui fait problème, mais la structure. C'est le système. Exactement. Retour à l'école pour terminer cet entretien, si vous voulez bien, les Frankel, dans un chapitre qu'on ne s'attend pas forcément à trouver, il est intitulé « Mbappé mérite-t-il son salaire ?» Et au fond, ça vous permet de parler du mérite, de proposer 3 définitions du mérite, celle du talent, celle du mérite moral, celle de l'effort. Oui. On peut préciser que notre école, elle prétend être méritocratique, se faisant fonder et légitimer une société méritocratique. Donc en fait, la question du mérite, elle est essentielle. Et on boucle la boucle avec... Exactement, avec la question du sens. Parce que avoir une société qui repose sur le mérite, c'est une société qui fait sens et on cherche du sens. Est-ce que ça a du sens de donner 3 millions d'euros à quelqu'un ? Je vais dire pour taper dans un ballon, ça va énerver les footballeurs, mais alors qu'il y a des pompiers qui risquent leur vie chaque jour et qui reçoivent 300 fois moins, ou je sais pas, j'ai pas le calcul en tête, mais c'est de cet ordre-là. Vous avez fait philo, pas maths, mais voilà, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc est-ce que ça a du sens ? Et effectivement, j'essaye de montrer les arguments, on va dire de droite, les arguments de gauche, et d'essayer les arguments libéraux, les arguments socialistes, utilitaristes, égalitaristes. Et donc, entre tous ces systèmes, j'essaye de montrer que finalement, il n'y a peut-être pas un grand système qui permet de créer la société la plus juste possible. C'est ce que Amartya Sen montrait très bien dans son texte sur la justice.
où il montre que finalement, il faut essayer de composer finalement avec tous les grands systèmes de répartition. Et on fait un cocktail. Voilà. Et c'est bien que vous terminiez là-dessus parce que ça me permet de préciser que vous vous référez essentiellement à des philosophes qu'on croise dans les programmes, mais aussi aux philosophes asiatiques, au bouddhisme. On les étudie pas assez d'ailleurs en France. Oui, alors Nagarjuna vient de rentrer dans le programme avec quelques autres. Ils ont fait rentrer des auteurs c'est chouette, ça. Qui sont un peu extérieurs à la tradition occidentale. C'est ça. Voilà. Et je trouve ça intéressant de faire dialoguer à la fois des philosophes extrêmement matérialiste, scientifique. Matérialiste, je rappelle, en philosophie, c'est pas qui aime les voitures et l'argent, c'est qui pense que tout s'explique par la matière, c'est-à-dire d'une certaine manière des philosophes plus scientifiques. C'est ça. Exactement. Je convoque aussi bien des philosophes comme Dennett, Parfit, Jackson, Searle, qui sont très scientifiques. Et en même temps, des par philosophes exemple, moi, pas du tout le spirituels. souvenir d'avoir croisé 3 secondes dans les programmes. Non, et c'est dommage. Voilà. D'ailleurs, ils ne sont même pas dans les programmes, et ça, je trouve ça très dommage, parce que c'est des philosophes anglo-saxons qu'on étudie moins en France. Et qui ouvrent énormément de perspectives. Lev Frankel, merci beaucoup. Ma vie est-elle un sens? C'est chez Albin Michel. C'est un livre pour tous les âges. On pourrait le trouver dans la librairie jeunesse, non? Même si c'est chez Albin Michel tout court. Je pense, oui. C'est vrai, on va poser la question. Célie Luton, vous voulez bien? On pousse chaque semaine les portes de la librairie Célie Luton. La librairie, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Libraire dans la vraie vie, pardon, Lève, Célie, Lève. Libraire dans la vraie vie à la librairie des enfants, c'est à Paris dans le 17e et qui donne des conseils pour les enfants, les ados. Vous nous avez promis aujourd'hui des ouvrages audacieux. Audacieux, voilà. Sur l'audace. Exactement, j'avais envie de dire, les héros en littérature de jeunesse, ils ne manquent pas d'audace, ils y croient et ils y vont. Nous commençons avec un album, on va pas se couper les cheveux en 4, hein. C'est Taupe Coiffure. Je vous présente Jacques Defrange. Je l'adore, vraiment. Oui, mais c'est de Charles Falck-Pierrotin et d'Héloïse Sold, c'est chez Grund. Exactement, c'est bourré de jeux de mots, c'est léger. Nous sommes sur Jacques Defrange qui arrive dans son salon de coiffure. 4 clients en même temps, attention. Bon, on fait les shampoings, 1, 2, 3, 4 shampoings. Les clients parce que c'est quand même assez rigolo. Ils sont pas mal ces clients, vraiment. On a les dessins d'Héloïse Sold, c'est coloré, graphique, j'adore. Et arrivé à la fin du shampouinage, aïe, j'ai oublié mes lunettes. Et où sont-elles? Ouch. Allez, on y va. Les lunettes qui sont sur sa tête. Bah oui, mais lui, il le sait pas. Ça veut dire qu'il a une sacrée frange. Voilà, donc audacieux, Jacques Defrange y va. Alors, moi, je les trouve plutôt bien. C'est le résultat, je trouve que c'est très beau. C'est capillairement original, audacieux. On voit pas ça partout. Les clients ne disent pas ça au départ. Évidemment, ils sont un petit peu plus dans le classique. Et ils disent « Ah non, mais ça va pas, mais moi je peux pas sortir comme ça, personne va me reconnaître. » Et Jacques Defrange, « Bon, oui, mais moi je suis désolée, moi j'avais perdu mes lunettes. » Je lui dis « Mais oh, où sont vos lunettes ?» Ah bah oui, mais audacieux. C'est pour quel âge? À partir de 3 ans. Génial, à partir de 3 ans. Et c'est rigolo, c'est bien écrit. On apprend du vocabulaire, moi, j'aime beaucoup parce que les phrases sont courtes, simples. On ne va pas aller mettre des mots compliqués pour provoquer l'humour. Ça, c'est tout ce que je demande. Et pourtant, en termes d'écriture, c'est très punchy. Quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette maison, Jérôme Lambert, et depuis longtemps, Mounir au bout du monde, c'est illustré par Mickaël Jourdan. C'est dans la collection Mouche de l'École des loisirs. Ah là là, mais oui, mais quel bonheur de retrouver l'écriture de Jérôme Lambert. Et ouais, ça faisait longtemps, hein. Ça fait plus de 10 ans, hein. Mais plus, attendez, moi je l'ai connu en 2003. Ouais, c'est pareil. Aïe. Un petit baobab dans la main, Jérôme, amitié. Merci Jérôme d'être de retour. Alors ça raconte quoi, Mounir au bout du monde? Mounir, c'est un petit panda roux et ça y est, ce matin, je suis prêt. Je suis prêt. Pourquoi? Je m'en vais. Je quitte ma famille, je dis au revoir à mes amis, à mes voisins, et je vais au bout du monde. J'y vais, c'est parti, et je vais faire des rencontres. Des rencontres, des fois, pas forcément agréables au départ, mais c'est pas grave, ça c'est la vie, hein. Attention. Et on va avoir des échanges verbaux, des échanges de petits cailloux. Et Mounir, il y va, il est heureux. Peut-être repartira-t-il un jour dans sa famille. Et Jérôme Lambert, vous l'avez découvert, vous le disiez quand vous étiez toute jeune libraire? Oui, bébé libraire, il y a 10 ans. Bébé libraire, excellent. Avec quoi? Avec il y avait tous les garçons et les filles, Mardi Maudit, etc. Ah oui, alors Mardi Maudit, le retour du jeudi. Moi d'ailleurs, j'ai des clients, quand je suis arrivée, ils m'ont demandé le seul jour de la semaine que Jérôme Lambert n'avait pas écrit. Et là, j'ai dit, vous aussi, vous l'attendez. Excellent, à partir de 7 ans. En 1 minute, Théodoria, fille de Spria, roman de Nathalie Sommer, c'est édité chez Didier Jeunesse en mars 2025. Alors ça, c'est génial. C'est l'histoire de 2 hommes qui se retrouvent dans une tour une nuit. Ils vont échanger quoi?
Le premier échange un couffin avec un ruban rose. Il récupère le couffin avec à l'intérieur un héritier mâle. Presque 17 ans plus tard, Théodoria, qui était dans le couffin garni d'un ruban rose, découvre la vérité. Elle est l'héritière. Évidemment, elle est un peu naïve, notre héroïne, au départ, parce qu'elle se dit « Bah moi, je vais reprendre ma place, après tout ». Et non, c'est l'héroïne féminine qui symbole celle qui se bat pour sa liberté et pour ses droits. Et je trouve ça plutôt audacieux. C'est un peu de la fantaisie? Oui, ah oui, oui, oui. Faut le dire quand même. Nous sommes dans un monde, le monde de Roselaine, qui avait déjà été exploité avec brio par Nathalie Sommers il y a plus d'une dizaine d'années. Mais même si c'est le même monde, nous sommes dans une période historique antérieure. La fantaisie est extraordinaire dedans. Et c'est à partir de À partir de 13 ans, ça va. Célie, merci beaucoup pour ces conseils tout à fait audacieux. Ève, merci beaucoup pour ce livre tout à fait audacieux qu'on peut aussi lire quand on est ado. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Rodemont, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.